Ils ne se sont fait aucune concession. Pendant 4 heures, les 11 candidats à l'Elysée ont débattu à la télévision française. Un format inédit et des échanges parfois musclés sur l'Europe et l'emploi notamment. L'horreur en Syrie, une attaque chimique présumée a fait 58 morts et 170 blessés à Idlib, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'hôpital qui accueillait certains blessés a ensuite été bombardé 2 fois. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en séance extraordinaire dès ce mercredi. La Guyane, toujours dans l'impasse, ce mardi, des délégués des manifestants ont décidé d'occuper le centre spatial de Kourou. Les manifestations, elles, se poursuivent 2 semaines après le début du mouvement social. Voilà pour les titres. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. C'était donc un moment historique sous la Ve République. Les 11 candidats à l'élection présidentielle française se sont affrontés ce mardi soir dans un débat inédit. Modèle social, sécurité, chômage. Pendant 4 heures, les échanges ont parfois été vifs entre les prétendants à l'Elysée et notamment sur l'Europe. Olivier Boulinc. L'Europe s'est très vite invitée dans ce grand débat, alors que la discussion portait sur le thème de l'emploi. La directive sur les travailleurs détachés est mise sur la table. Du premier jour de mon élection, je supprimerai la directive travailleurs détachés. C'est inacceptable que des personnes viennent de Roumanie, de Pologne, d'Espagne et ne payent pas les charges sociales quand nos artisans, nos indépendants les payent. Cette directive autorise des entreprises à employer des salariés selon le régime de sécurité sociale de leur pays d'origine. Jean-Luc Mélenchon, qui veut renégocier les traités, s'est vanté d'avoir voté contre cette mesure au Parlement européen. Il s'est opposé à Marine Le Pen, qui critique cette politique, mais qui s'est abstenue au moment du vote. Je ne veux pas de cette directive détachement, même si on respecte la loi, je la trouve profondément injuste pour les travailleurs, parce qu'elle crée une priorité en réalité étrangère à l'emploi, puisque le travailleur étranger est moins cher que le travailleur français. Vous voulez répondre, Jean-Luc Mélenchon ? Oh, je lui ai dit qu'elle s'était abstenue, elle en convient, tout me va. La présidente du Front National a proposé un référendum sur la place de la France dans l'Union. François Asselineau, lui, promet d'en sortir. Je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50. L'euroscepticisme, tous ne le partagent pas. Celles et ceux qui protègent les Français en disant en effet on sort de l'Europe et les autres qui seraient pour le laisser aller. Non, l'Europe, elle permet de protéger. Hors de question pour François Fillon de quitter l'Union. Lui préfère réformer son fonctionnement. On a besoin que l'Europe laisse tomber toute une série de réglementations et de politiques qui sont conduites de manière inutile et inefficace. Et on a besoin que l'Europe se concentre sur quelques objectifs stratégiques. Pour Benoît Hamon aussi, il faut changer la politique menée au niveau européen, et ce de concert avec l'Allemagne. Je suis convaincu que nous pouvons, autour de la question de la démocratisation de la zone euro, proposition de traité que j'ai réalisée et soumise à la Commission européenne comme à nos partenaires européens. L'Allemagne y sera sourde, c'est ce que l'on me dit. Moi, je crois que cette grande république parlementaire qu'est l'Allemagne ne sera pas sourde à un effort de démocratie supplémentaire dans l'Europe. Travailler avec Berlin pour relancer la construction européenne. Benoît Hamon ainsi qu'Emmanuel Macron ont déjà rencontré Angela Merkel le mois dernier. Voilà pour ce débat inédit. On en vient à ce nouveau tir de missiles balistiques effectué par la Corée du Nord. Information donnée par son voisin sud-coréen et confirmée dans la foulée par l'armée américaine. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a exprimé sa volonté de travailler main dans la main dans ce dossier avec Washington et Séoul. Il s'agit là du 5e tir de missiles depuis le début de l'année par Pyongyang, toujours sous le coup de sanctions internationales pour ses programmes nucléaires et balistiques. Où s'arrêtera l'horreur en Syrie? Ce mardi, une attaque chimique présumée a fait au moins 58 morts et 170 blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cela s'est passé dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. Et ce n'est pas tout. L'hôpital qui accueillait une partie des blessés a ensuite été bombardé à 2 reprises. Cécile Galuccio. C'est un médecin bénévole de la province d'Idlib qui filme pour montrer au monde entier les ravages du gaz toxique. Car pour lui, aucun doute, Khan Cheikhoun, la ville du nord-ouest de la Syrie, a bel et bien été la cible d'une attaque chimique. Ce n'est pas du chlore, nous ne sentons pas le chlore sur ce patient. Les attaques au gaz continuent chaque jour et rien n'est entrepris pour les arrêter. Nous allons garder tous les vêtements comme preuve dans des sacs scellés. Si quelqu'un veut enquêter, s'il vous plaît, contactez-moi, on a les preuves. Vers 6h30 du matin mardi,
les habitants d'Idlib ont été tirés de leur sommeil par des bombardements aériens. Depuis, les hôpitaux de la région sont débordés. Intoxication, suffocation, évanouissement. Parmi les victimes, de nombreux enfants. J'étais endormie quand on a été frappé. Je suis allée dehors avec papa, mais il y avait des blessures sur ma tête. Je me suis endormie et je me suis réveillée ici. D'autres hôpitaux sont mieux équipés et disposent de fioles d'antidote. Mais pas assez, compte tenu de la violence de l'attaque. Nous avons dû transférer des patients en Turquie, mais malheureusement la distance est longue et pendant le trajet, beaucoup de personnes meurent. Pour l'heure, l'Observatoire syrien des droits de l'homme n'est pas en mesure de donner la nature du gaz, ni même l'origine de cette frappe aérienne. À plusieurs reprises par le passé, des accusations d'utilisation d'armes chimiques ont été émises, notamment dans la région de la Ghouta, près de Damas, en août 2013. L'ONU avait alors parlé de preuves flagrantes d'utilisation de gaz sarin. Les pays occidentaux avaient tenu le régime syrien responsable de cette attaque. Damas l'avait imputé aux rebelles. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira en urgence dès ce mercredi. Washington, Londres et Paris ont déjà mis sur la table un projet de résolution condamnant l'attaque. Un bon nombre de chancelleries ont pointé du doigt le régime syrien qui a démenti catégoriquement toute implication. Ethan Nadji. Les réactions indignées se sont multipliées. La communauté internationale n'a pas de mots assez forts pour condamner l'attaque. Les armes chimiques sont les pires crimes de guerre. Et peu importe les responsables de cette attaque, ils devront rendre des comptes. Ce qui s'est passé ce matin, nous en avons discuté avec Federica Mogherini, est horrible. Il y aura une réunion du Conseil de sécurité à ce sujet, pour que les responsables soient clairement identifiés et rendent des comptes. Une enquête de l'ONU a été ouverte pour faire la lumière sur cette attaque chimique présumée. Pour Theresa May, la communauté internationale doit agir vite pour arrêter la souffrance du peuple syrien. Je suis horrifiée d'apprendre qu'il y aurait eu des attaques chimiques dans le sud d'Idlib perpétrées par le régime syrien. Si cela est avéré, alors ce sera une preuve supplémentaire de sa barbarie. François Hollande, qui n'a jamais caché son hostilité envers le régime syrien, a de nouveau évoqué la responsabilité de Bachar el-Assad dans un communiqué. Une fois encore, le régime syrien va nier l'évidence de sa responsabilité dans ce massacre. Comme en 2013, Bachar el-Assad compte sur la complicité de ses alliés pour bénéficier d'une impunité intolérable. La Maison-Blanche a également réagi en dénonçant une attaque répréhensible. Damas se défend d'avoir utilisé des armes chimiques et dénonce des accusations calomnieuses. Son allié Moscou rejette toute implication dans le raid aérien. Direction à présent la Russie, où les enquêteurs annoncent avoir identifié l'auteur de l'attentat suicide commis lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg. Il s'agirait d'un homme de 22 ans, né au Kyrgyzstan et de nationalité russe. Le bilan s'est alourdi ces dernières 24 heures puisque les autorités parlent désormais de 14 morts, dont vraisemblablement le kamikaze. Ethan Nadji. À l'entrée de la station, les passants déposent quelques fleurs en hommage aux victimes. Dans les couloirs du métro de Saint-Pétersbourg, la sécurité a été renforcée, mais le souvenir de l'attentat est encore dans tous les esprits. Les gens étaient très choqués et ne réalisaient pas l'ampleur de la tragédie. Tout était confus. J'ai vu plusieurs personnes blessées transportées dans des ambulances et ça criait de partout. Il est environ 14h30 ce lundi, lorsque le métro termine sa course dans cette station après la déflagration. Certains passagers se précipitent dehors, passent à travers les fenêtres qui viennent d'être soufflées. D'autres se frayent un passage difficilement, puis les premières victimes sont évacuées. Selon la ministre russe de la Santé, le bilan s'élève désormais à 14 morts et une cinquantaine de blessés. Les autorités affirment avoir formellement identifié l'auteur présumé de l'attentat, un jeune homme de 22 ans originaire du Kyrgyzstan. Un pays qui, avec la Tchétchénie et l'Ouzbékistan, a vu un nombre important de ses ressortissants rejoindre les rangs du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Mais pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué. Dans le reste de l'actualité, ce revers pour Patrice Talon au Bénin. À la surprise générale, le Parlement a refusé d'examiner le projet de révision constitutionnelle du président. Une majorité des 3/4 était nécessaire pour cela. Un projet pourtant phare de Patrice Talon avec la mise en place notamment d'un mandat présidentiel unique.
Les États-Unis ne veulent plus financer le Fonds des Nations Unies pour la population. L'agence est accusée par l'administration Trump de cautionner des pratiques de planning familial, je cite, coercitives, notamment en Chine. Le secrétaire général de l'ONU a qualifié cette décision de dévastatrice. Cécile Galluccio. Créer des zones sûres pour les Syriennes dans les camps de réfugiés. Envoyer des médecins aux familles touchées par le virus Ebola en Guinée. Fournir une assistance médicale aux femmes enceintes en Birmanie. Voici quelques-unes des missions qu'accomplit le Fonds des Nations Unies pour la population. Washington était jusqu'à présent un donateur de poids, mais avec Donald Trump à la Maison-Blanche, fini les contributions, raison avancée. La politique de planning familial en Chine implique toujours le recours à l'avortement coercitif et à la stérilisation involontaire. En clair, le président américain accuse l'agence de l'ONU de participer à l'avortement forcé en Chine. Le Fonds des Nations Unies pour la population se défend. Notre travail promeut le droit pour chaque individu et chaque couple à prendre ses propres décisions, libres de toute coercition ou discrimination. Les États membres des Nations Unies ont depuis longtemps décrit le travail de l'agence en Chine comme bénéfique. C'est donc plus de 32 millions de dollars qui, cette année, n'iront pas à l'agence. Une coupe de taille, loin d'être la dernière. Donald Trump estime que les États-Unis sont trop généreux avec l'ONU. Il a donc annoncé en mars une réduction de 28% du budget alloué à la diplomatie et à l'aide internationale. Mais surtout, le président américain tient ses promesses. Tout au long de sa campagne, l'avortement était dans sa ligne de mire. Et aujourd'hui, il applique son programme très conservateur qui consiste à ne pas financer les organisations internationales qui pratiquent des avortements ou fournissent des informations sur l'avortement. Une mesure qui risque fort de relancer les marches des femmes. Vague de contestation qui avait traversé le pays en janvier dernier. La crise au Venezuela, ce mardi, des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants dans les rues de la capitale, Caracas. Des Vénézuéliens vent debout contre le coup de force de la Cour suprême qui s'était attribué provisoirement les pouvoirs du Parlement. L'institution était finalement revenue samedi sur cette décision. Ce qui était au départ une marche pacifique vers l'Assemblée nationale a vite tourné à l'affrontement entre la police et les manifestants. Impossible pour les autorités de calmer la colère des opposants au président Nicolás Maduro. Un millier de personnes déterminées à faire plier le pouvoir. En tête de cortège, le leader de l'opposition de centre-droit, Enrique Capriles, qui accuse le chef de l'État de dérive autoritaire. La communauté internationale est en train de s'exprimer. Les Vénézuéliens se soulèvent et nous devons tous unir nos forces parce que dans notre pays, Nicolás Maduro a choisi la voie de la dictature. Et les Vénézuéliens n'éprouvent pas le besoin de vivre dans une dictature. Une dictature, un coup d'État voulu par Nicolás Maduro. Les critiques fusent depuis que la Cour suprême, réputée proche du président, a décidé la semaine dernière de s'arroger les pouvoirs du Parlement avant de reculer sous la pression de la rue et de la communauté internationale. La Cour suprême prévoyait aussi de priver les députés de leur immunité et de conférer des pouvoirs élargis à Nicolás Maduro. Des députés qui veulent maintenant initier un processus de destitution des juges de la Cour suprême. 2 semaines après le début d'un mouvement social sans précédent, la Guyane est toujours paralysée. Ce mardi, Kourou a été le théâtre de nouvelles manifestations. Des délégués de manifestants ont ensuite décidé d'occuper le centre spatial d'où décollent les fusées européennes Ariane. Une sortie de crise semble donc encore loin. Notre envoyé spécial en Guyane, Fanny Lotter, revient pour nous sur les motivations des manifestants. On va l'écouter. Ils cherchent tout simplement à avoir une réponse, à obtenir, à être entendus par Paris et par l'Europe s'il le faut. Derrière les grilles, les gendarmes mobilisés, des centaines de manifestants sont rassemblés par petits groupes, en famille, entre amis, entre collègues. C'est un sitting géant, on chante, on se repose, mais dès que notre regard s'arrête sur eux, les voix reprennent en chœur, déterminés. Voilà ce que crient les Guyanais depuis maintenant plus de 2 semaines. Ils viennent de tout le département,
campé devant ce SSG, le Centre Spatial de Guyane, en soutien à la trentaine de représentants des collectifs qui sont toujours dedans et qui ont annoncé ne pas quitter la salle de réunion du directeur du Centre Spatial avant d'obtenir une réponse de Paris. Une occupation pacifique, le directeur est libre d'aller et venir s'il le souhaite. L'ambiance n'est pas du tout tendue. Le montant de leurs revendications s'élève à 3 milliards d'euros pour faire décoller la Guyane. Certains membres viennent tout juste de sortir et de s'exprimer devant une foule silencieuse, attentive par mégaphone, pour expliquer qu'ils resteraient s'il le faut jusqu'à jeudi à l'intérieur pour attendre le Conseil des ministres mercredi matin, mais aussi la venue du PDG d'Ariane Espace, attendu jeudi donc ici à Kourou, pour peser, il l'espère, dans les négociations. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.